Pendant des décennies, l'Occident s'est cru maître du monde, imposant ses règles, méprisant les souverainetés, façonnant les destins des peuples selon ses intérêts. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Le 28 avril 2025, face au journal O Globo, Sergueï Lavrov frappe fort et sans ambiguïté. Ceux qui s'accrochent à leur hégémonie ne font que précipiter leur chute. À travers cet entretien percutant, Lavrov dévoile une vision claire, celle d'un monde multipolaire, où les BRICS, nouvellement renforcés, se dressent en rempart contre l'arrogance occidentale. Dédollarisation accélérée, nouvelles alliances stratégiques, rejet du néocolonialisme économique et culturel. La Russie, avec ses partenaires, construit pierre après pierre une alternative puissante au vieil ordre mondial. Dans cette vidéo, découvrez comment Lavrov démonte méthodiquement les illusions de l'Occident et annonce l'émergence irréversible d'un nouvel équilibre mondial. Le monde change, et ceux qui ne le voient pas resteront sur le quai de l'histoire. Vous trouverez le lien de la source de l'interview dans la description de la vidéo. Question: l'un des objectifs de la présidence brésilienne des BRICS en 2025 est d'élargir les échanges commerciaux entre les pays membres. Quelles opportunités la Russie entrevoit-elle pour développer l'utilisation des monnaies locales dans les règlements commerciaux? S.V. Lavrov. Dans le contexte d'une fragmentation accélérée de l'économie mondiale, il est naturel que les États du Sud et de l'Est globaux réduisent la part des devises occidentales dans leurs échanges mutuels. Personne ne souhaite subir les sanctions imposées par l'Occident aux pays dits indésirables, exploitant leur position monopolistique sur les marchés financiers. Il est inacceptable que des monnaies de réserve soient utilisées comme des armes dans la lutte concurrentielle et que des opérations de paiement, y compris pour des biens essentiels, soient bloquées pour des motifs politiques. Au sein des BRICS, des travaux sont en cours pour assurer la continuité des règlements. Nous pouvons parler de résultats encourageants. Par exemple, en 2024, la part du rouble et des monnaies de pays amis a représenté 90% des règlements de la Russie avec les pays du BRICS. Parmi nos priorités figure également la mise en place de mécanismes de paiement résilients. La déclaration du sommet de Kazan des BRICS en 2024 mentionne l'initiative de paiement transfrontalier, une infrastructure de compensation et de règlement, une compagnie de réassurance, ainsi qu'une nouvelle plateforme d'investissement. Ces initiatives visent à créer un environnement favorable à l'augmentation du commerce et des investissements entre les pays du BRICS. Nous comptons sur la poursuite de leur mise en œuvre cette année sous l'égide de la présidence brésilienne. Question: l'idée de créer une monnaie commune des BRICS reste-t-elle une perspective lointaine? S.V. Lavrov. La dédollarisation est devenue récemment l'une des principales tendances du développement de l'économie mondiale. Cela résulte d'une perte de confiance dans les mécanismes financiers internationaux contrôlés par l'Occident. Parler d'un passage immédiat à une monnaie unique des BRICS serait prématuré. Nos efforts conjoints se concentrent sur la création d'une infrastructure de paiement et de règlement pour les transactions transfrontalières entre pays du BRICS. Il s'agit notamment, comme je l'ai déjà mentionné, de l'utilisation accrue des monnaies nationales. La question d'une monnaie commune ou d'une unité de compte des BRICS pourra être réexaminée lorsque les conditions financières et économiques nécessaires seront réunies. Question: un autre sujet important pour les BRICS est le renforcement de la gouvernance mondiale et du multilatéralisme. Selon vous, que peuvent faire les États membres dans ce domaine? S.V. Lavrov. Depuis sa création en 2006, l'organisation des BRICS s'est considérablement renforcée. Aujourd'hui, elle constitue un centre de convergence des intérêts des principales nations de la majorité mondiale. Au sein des BRICS, les principes d'égalité, de respect mutuel et d'équilibre des intérêts sont pleinement respectés. Nous considérons notre groupe comme l'un des piliers du monde multipolaire et comme un mécanisme essentiel de coopération multilatérale. Les BRICS attirent des pays qui aspirent à des partenariats égalitaires au service du développement commun. Sous la présidence russe en 2024, les dirigeants ont confirmé la décision d'inviter l'Indonésie à devenir membre des BRICS. Une catégorie de partenaires a également été créée, regroupant pour leurs 9 pays. Les États du BRICS ne cherchent pas à prendre la place de quiconque, mais à créer les conditions propices au renforcement de leur potentiel. Parmi leurs priorités figure également le soutien aux pays de la majorité mondiale pour résoudre leurs problèmes urgents,
ainsi que l'amélioration de la représentation du Sud et de l'Est globaux dans le système de gouvernance mondiale. Question. Le Brésil plaide pour l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle est la position actuelle de la Russie à ce sujet? Soutiendrait-elle l'obtention par le Brésil d'un siège de membre permanent? S.V. Lavrov. La Russie part du principe qu'une réforme soigneusement élaborée du Conseil de sécurité est nécessaire. Celui-ci est l'un des principaux organes de l'ONU, chargé, conformément à la Charte, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est évident pour nous que l'émergence d'un ordre mondial multipolaire implique un renforcement de la représentation du Sud et de l'Est globaux, en particulier l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, au sein du Conseil de sécurité. Nous considérons que le Brésil, qui mène une politique étrangère indépendante et est capable de contribuer de manière significative à la résolution des problèmes mondiaux, est un candidat légitime pour un siège permanent au Conseil. Nous soutenons également la candidature de l'Inde, tout en insistant pour qu'un État africain y soit également représenté. Je profite de cette occasion pour souligner que nous nous opposons à l'octroi de sièges supplémentaires aux pays occidentaux et à leurs alliés, qui sont déjà surreprésentés au Conseil. Nous ne sommes pas prêts à soutenir les candidatures de l'Allemagne et du Japon en raison de la résurgence dans ces pays d'une idéologie militariste et de leur politique ouvertement hostile envers la Russie. Question. Lors des consultations entre les départements de planification politique étrangère des pays du BRICS, la délégation russe a mentionné des négociations avec les États-Unis concernant le conflit en Ukraine. Quelles sont, selon vous, les perspectives pour des négociations entre la Russie et l'Ukraine visant à mettre fin au conflit? S.V. Lavrov. Lors de nos contacts avec les représentants de l'administration américaine, nous avons détaillé les causes profondes et l'origine du conflit ukrainien. Nous leur avons expliqué notre vision des paramètres d'un règlement final qui tiendrait compte des intérêts légitimes de la Russie, en particulier en matière de sécurité et de protection des droits de l'homme. Il nous semble que nos interlocuteurs américains commencent à mieux comprendre la position de la Russie sur la question ukrainienne. Nous espérons que cela facilitera leur dialogue avec Kiev ainsi qu'avec certains pays européens. Le 17 avril, à Paris, le secrétaire d'État américain M. Rubio m'a informé de tels contacts le jour même. Il m'a assuré que les discussions s'étaient déroulées dans la continuité des consultations antérieures entre Moscou et Washington. Nous demeurons ouverts aux négociations. Mais la balle n'est pas dans notre camp. Kiev ne manifeste pas, à ce jour, une réelle volonté de compromis. Sinon, comment expliquer que les forces armées ukrainiennes n'aient pas respecté ni le moratoire de 30 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, du 18 mars au 17 avril, ni même la trêve pascale de 30 heures, du 19 avril à 18 heures au 21 avril à minuit? Le régime de Zelensky fait preuve d'une absence de volonté politique en faveur de la paix, préférant poursuivre la guerre, encouragé par des cercles russophobes influents dans plusieurs pays européens, notamment en France, en Allemagne, ainsi qu'au Royaume-Uni. Question. Pensez-vous que d'autres pays pourraient être associés à d'éventuelles négociations de paix, par exemple le Brésil qui entretient un dialogue avec les deux parties? S.V. Lavrov. La Russie apprécie la volonté de nos partenaires de contribuer à la création de conditions favorables à un règlement pacifique du conflit ukrainien. Plus de 20 États et plusieurs organisations régionales d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique ont présenté de telles initiatives. Parmi eux figure le Brésil. Dès janvier 2023, le président Lula da Silva a proposé la création d'un format multilatéral de négociation. Cette idée s'est concrétisée dans l'initiative sino-brésilienne visant à créer, sous l'égide de l'ONU, un groupe des amis pour la paix en Ukraine. Cette plateforme a déjà tenu 3 réunions. Il existe des raisons de penser qu'elle pourrait devenir un cercle respecté des pays du Sud et de l'Est globaux. Il est essentiel que tous les membres du groupe des amis tiennent compte des causes profondes du conflit et respectent l'intégralité des principes de la Charte des Nations Unies. On ne saurait invoquer sélectivement le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale sans le lier au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la protection des droits de l'homme, quelle que soit la langue, la race, le sexe ou la religion. Question. Quelles conditions seraient aujourd'hui nécessaires, selon vous, pour que la Russie accepte de s'asseoir à la table des négociations avec l'Ukraine? S.V. Lavrov. J'ai en partie déjà répondu. C'est Kiev qui a quitté le processus de négociation en avril 2022 à la demande de ses tuteurs occidentaux. En septembre de la même année, Zelensky a fait adopter une loi interdisant toute négociation avec la Russie, disposition toujours en vigueur. Sa levée est donc un préalable.
Dans une récente interview à CBS News, Zelensky a de nouveau rejeté toute idée de dialogue avec nous, déclarant « Nous ne pouvons pas faire confiance à la Russie. Nous ne pouvons pas faire confiance aux négociations avec la Russie. Notre position est bien connue. L'Ukraine doit renoncer à l'adhésion à l'OTAN et affirmer sa neutralité, conformément à la déclaration de souveraineté d'État de 1990. Elle doit surmonter les conséquences du régime néo-nazi installé après le coup d'État de février 2014, notamment la persécution systématique de tout ce qui est russe, langue, médias, culture, tradition et orthodoxie canonique. Nous exigeons également la reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée, de Sébastopol, du Donbass, de Kherson et de Zaporizhia à la Russie. Les engagements pris par Kiev devront être juridiquement contraignants, assortis de mécanismes de garantie et d'une validité illimitée. Sont également à l'ordre du jour la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, la levée des sanctions, l'annulation des procédures judiciaires et des mandats d'arrêt, ainsi que la restitution des avoirs russes gelés en Occident. Enfin, nous exigerons des garanties solides contre les menaces générées par les activités hostiles de l'OTAN, de l'Union européenne et de certains de leurs membres aux frontières occidentales de la Russie. Question. Quelle est votre évaluation du rôle et des actions de l'Union européenne et des États-Unis dans le contexte actuel du conflit russo-ukrainien? S.V. Lavrov. L'Union européenne poursuit une politique de soutien inconditionnel au régime de Kiev. À Bruxelles, toute issue autre qu'une défaite de la Russie est perçue comme un échec géopolitique. Renoncer à soutenir l'Ukraine reviendrait à reconnaître leur propre impuissance stratégique. Au lieu de favoriser un règlement, l'UE tente de saboter toute perspective de négociation, tout en prétendant ne pas y être conviée. Dans le même temps, elle prépare l'envoi de contingents militaires des pays de l'OTAN en Ukraine, en dépit de nos avertissements. Les livraisons d'armes à Kiev se poursuivent, tout comme le renforcement de leur industrie de défense et la création de coalitions de volontaires pour financer l'achat d'armements via des mécanismes extrabudgétaires. Dans ce contexte, il est notable que, contrairement à l'administration de Joe Biden qui armait massivement Kiev et poussait l'Ukraine vers l'OTAN, l'actuelle administration américaine semble chercher à comprendre les causes profondes du conflit. Le président des Trump a plusieurs fois déclaré que si l'ancienne administration n'avait pas entraîné l'Ukraine dans l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre. Le dialogue entre Moscou et Washington se poursuit en vue d'une solution. Nous espérons qu'il aboutira à des résultats acceptables pour les deux parties.